Et prenons tout de suite le second livre, le défi de la pureté sexuelle à l'ère du numérique, l'urgence de protéger les jeunes dans une société hautement numérisée. Eh bien, le livre est écrit par Cédric Wankofunjo, lui qui est technicien en maintenance informatique, chauffeur professionnel, alphabétiseur technologique et en français. Wankofunjo Cédric aide à la création et à la gestion des associations au Cameroun. Il exerçait comme opérateur d'indexation dans le cadre du projet d'appui à la modernisation du cadastre et au climat des affaires. Ancien volontaire international de la francophonie, promotion 2012, il traîne derrière lui une merveilleuse expérience de formateur de technologie de l'information et de la communication pour l'enseignement au sein de l'école normale l'instituteur d'Abomey au Benin. En 2008, il a produit une brochure appelée Build Your English pour aider les jeunes en anglais. Il est l'auteur d'un document appelé Mon mémo du culte, destiné à la fois à donner des informations précises sur la paroisse qu'il fréquente et à retenir l'essentiel du culte par écrit. Il s'agit ainsi d'encourager les membres à être plus actifs dans l'Église. Il a été diacre à l'Église évangélique du Cameroun 2016-2022, puis ancien d'Église depuis fin 2022. Passionné de lecture et des questions touchant les jeunes, il a décidé d'écrire afin d'aider les jeunes et les adultes à se débarrasser des dictats de l'industrie du porno sur leur sexualité. Il assiste aussi les pasteurs de sa paroisse dans la formation cathétristique. Il est disponible pour intervenir dans les perspectives bibliques comme personne ressource. Cédric Wankofunjo, bonsoir et bienvenue sur le point littéraire. Bonsoir, M. Jean-Jacques Foucault. Vous nous avez proposé le défi de la pureté sexuelle à l'ère du numérique, l'urgence de protéger les jeunes dans une société hautement sécurisée. Pourquoi le livre sur la pureté sexuelle? Donc, vous permettez d'abord, je suis heureux d'être dans ce studio ce soir, dans ce bâtiment. Vous avez évoqué au départ que j'étais technicien en maintenance informatique. C'est dans cet immeuble, dans ce même bâtiment et dans cette même pièce que j'ai été formé, il faut déjà le dire, à une époque. Oui. Et je me retrouve ici dans le studio et en tant qu'auteur, cette fois-ci, c'est une joie. Alors, dans le contexte d'écriture du livre, il se trouve que moi, personnellement aussi, parce que tout est parti de moi aussi, parce que j'ai été aussi jeune. Donc, j'ai été aussi abusé en grandissant par des considérations vraiment que j'appellerais bidons aujourd'hui sur la sexualité. Et avec la maturité, avec beaucoup de lectures et beaucoup de formations, je me suis rendu compte qu'il y a un besoin terrible de formation des jeunes en ce qui concerne la sexualité. La sexualité aujourd'hui est devenue banale, elle est galvaudée. Et il faut recadrer le sujet, repréciser que la sexualité n'est pas un jeu ou un jouet et aider les jeunes qui n'ont pas vraiment de défense intellectuelle face à ce qui leur est proposé. Oui. Très réceptif à n'importe quoi, il y a tout. Il était temps vraiment de se lever et de dire stop, voilà. Si ce n'est pas le chemin, voilà au moins la voie. Vous pensez dans votre ouvrage qu'il y a ce que vous avez nommé la banalisation du sexe, l'hyper-présence, sinon l'hyper-sexualisation à tous les niveaux, la publicité, la musique. On parle de sexe partout. Tout à fait. Vous voyez, le sexe est omniprésent. Omniprésent. Sauf si vous êtes dans un monastère, vous ne pouvez pas passer 5 minutes, notamment dans cette ville de Yaoundé, sans avoir quelque chose lié au sexe. Ne serait-ce de pas l'habillement des femmes. Oui. En outre, vous arrivez dans certains carrefours, que ce soit l'éducation, que ce soit à Mimboman, dans beaucoup de carrefours de cette ville, vous voyez un message qu'on envoie aux jeunes en fait, et que beaucoup n'arrivent pas à percevoir, et que nous, malheureusement, qui avons des yeux pour voir, comprenons. Vous voyez des commerçants au bord de la route avec des sexes masculins sculptés en bois, surdimensionnés, positionnés là, avec en même temps autour de cela des sachets. On est en train de dire aux jeunes, en fait, voilà ce qu'en fait le sexe d'un homme doit être. Caricatural totalement. Mais en fait, c'est ce qu'on est en train de dire aux jeunes. Et que si tu veux que ton sexe devienne comme ça, voici la recette, voici la potion qu'il faut pour que
Il faut donc Faut sortir un prendre peu des d'argent. poudres magiques. Voilà, il faut sortir un peu d'argent pour arriver là. Parce qu'un vrai homme, voilà ce que son sexe doit être. Que ce soit Des panneaux des publicitaires. panneaux publicitaires, Oui. que ce soit... Je vous dis, il reste quand même... En fait, on associe maintenant tout produit qu'on veut vendre à de la sexualité. On vous dit tel produit augmente la libido, tel produit augmente la durée, permet de maintenir... J'ai dit, c'est terrible. Et il reste qu'aujourd'hui, on dise tel dentifrice augmente la libido. On en arrivera parce que tout produit aujourd'hui qu'on promeut, que ce soit dans De les marchés, dans la l'eau, publicité, des boissons l'eau, énergisantes. tout, c'est lié au sexe. Donc, il reste qu'un jour, on dise tel brosse à dents peut permettre d'augmenter la libido ou tel dentifrice. Et vraiment, ça me désole. Vous avez fait quand même un constat qui nous interpelle et qui nous fait un peu sourire. C'est que la pornographie semble être consommée un peu partout, même chez les chrétiens. Très bien. Il faut d'abord dire qu'à une époque, disons que je ne suis pas aussi âgé que ça, mais quand même, j'ai quand même un peu grandi. Je suis entre la génération 90 et 70. Donc, quand nous fréquentions encore les vidéoclubs, parce qu'avec l'Internet, avant ça, les DVD, VCD, ça a tué les vidéoclubs. Mais quand nous fréquentions encore les vidéoclubs, la pornographie a existé de tous les temps, de toute façon. Ça a existé, mais... Elle était cachée et dissimulée. Elle était cachée et dissimulée. Franchement, nous-mêmes, quand nous allions au vidéoclub, il a fallu qu'on nous dise pour que nous comprenions. Parce que quand on affichait, on mettait les affiches, on présentait les affiches avec les films et tout, et tout, et tout. Mais il y avait toujours vers 21h, vous voyez, on écrit GM. Ça signifiait grand match, c'était pour les connaisseurs. Grand match. Et personne ne pouvait pas être admis. Si vous étiez, on ne vous admettait pas. C'est maintenant que je découvre. Voilà, dans cette époque, c'était comme ça. Mais aujourd'hui, tout vient vous trouver sur votre téléphone. Avec au trop 3 clics. Vous avez la pornographie sur votre téléphone. Et parfois, en manipulant votre téléphone, c'est bon, un ordinateur connecté à Internet, même sans avoir sollicité un contenu sexuel ou à caractère sexuel. Vous retrouvez sur des sites. Vous apparaît. Maintenant, vous savez, quand on parle dans les milieux chrétiens, ça ne doit pas être étonnant en fait. Parce qu'après tout, un chrétien est un homme comme tout autre homme. Ça veut dire qu'il est pourvu d'organes sexuels, il est sexué, il a aussi des désirs et tout. Mais le problème, c'est que parfois dans l'église, on fait tout pour ne rien dire à propos. Et malheureusement, on n'aide donc pas les jeunes à préparer leur défense face à ce que le monde présente. Et comme ils n'ont pas de repères, hélas, ils tombent comme tout autre jeune. Hein. Oui. Donc moi, il n'y a pas de honte à le dire, il n'y a pas de gêne à le dire, ou bien on n'a pas besoin de cacher que c'est une réalité dans le milieu chrétien. Mais ça reste que c'est quelque chose de nocif pour l'équilibre même d'un être humain. Alors, comment en parler? Quels sont les mots à utiliser lorsqu'on a en face de soi, que ce soit des jeunes chrétiens ou des jeunes simplement comme ça, pour les édifier de ce que la pornographie a des conséquences énormes quand même. La pornographie en elle-même, en fait, il faut rappeler d'abord aux jeunes que le sexe, ce n'est pas un jeu. Le sexe n'est pas quelque chose à prendre à la légère. C'est quelque chose dans lequel, pour s'aventurer, il faut avoir acquis une certaine maturité, une certaine connaissance. Et c'est quelque chose qui demande de l'engagement, du plein engagement. Or, tel que la pornographie nous présente le sexe, je suis avec telle actrice aujourd'hui. Vous allez voir, vous parlez des acteurs pornographiques. Il y a un qui est mort il y a quelques années. On disait qu'il était passé sur plus de 1000 femmes. Bon, c'est un exploit. Mais pour un homme réel et pour un homme normal, ça reste quelque chose de vain, de vil, de banal. Donc, la pornographie, les jeunes doivent comprendre que c'est une caricature pure et simple de la société, de la sexualité. J'ai parlé tout à l'heure, par exemple, des sexes que les hommes dans les rues de Yaoundé et ailleurs qu'on présente là. C'est carrément caricatural. Notamment, vous parlez même par exemple comment les hommes prennent les femmes dans la sexualité, dans la pornographie. La pornographie est carrément sexiste. Parce que là-bas, il n'y a aucun respect pour la femme. Il n'y a aucun respect pour la femme. Elle est carrément un objet. Elle doit répondre aux besoins, aux désirs de l'homme à temps et à contre-temps. Et c'est tout. Et ce n'est pas le cas dans la vie normale, dans la vie réelle. Donc, il faut dire aux jeunes que c'est d'abord du faux. Même si ce sont des images qu'ils regardent, qu'ils voient réelles, mais ça relève de la caricature. Oui. Il faut dire qu'à l'intérieur, il y a malheureusement, ça apporte des déformations, parce que vous avez d'ailleurs cité dans votre ouvrage des pratiques sexuelles déviantes qui sont présentées énormément dans cette pornographie. Heureusement, vous apportez également des éléments de réponse quant aux causes, aux conséquences. Mais maintenant, on veut savoir si on a un jeune enfant à la maison qui est surpris en flagrant délit, je vais le dire ainsi, en train de regarder de la pornographie.
comment est-ce qu'on l'interpelle? Quels sont les mots à utiliser pour que ce dernier arrête? Pour lui faire comprendre que ce qu'il est en train de faire est mauvais. Très bien. Disons que une chose est sûre. Dire que la pornographie est mauvaise, les gens prendront ça pour quelque chose de théorique. Mais je vais donner quelque chose de concret. Si vous surprenez un jeune en train de regarder la pornographie, il va sursauter. Il va sursauter. Parce que c'est quelque chose qu'on désire regarder quand on est sûr qu'on est à l'abri des regards. Si vous surprenez le jeune en train de regarder la pornographie, il va forcément sursauter. Et si sursaute, c'est parce que dans son fond intérieur, il est conscient que ce n'est pas bien. Même comme il prend plaisir à y regarder, bien que certains en regardent au point d'en être même dépendant. Mais il sursautera. Et ça vous donne l'occasion de lui dire, avec un exemple banal, c'est votre enfant à la maison. Lorsqu'il est en train d'étudier ses leçons, vous entrez dans la salle. Parfois, il n'a même pas le temps de... Il n'est même pas concentré. Il est concentré sur ses études. Ou peut-être il vous regarde un sourire selon quand vous êtes arrivé et ça passe. Si vous entrez dans la pièce, peut-être la cuisine, où il est en train de faire la vaisselle, si c'est son travail, il ne se saute pas. C'est parce que dans son fond intérieur, c'est une bonne activité. C'est quelque chose de bien, c'est de noble. Donc, il faut partir de là pour lui dire, si tu se sautes, c'est parce que dans ton intérieur, c'est pas bon. Donc, même ton fond intérieur déjà n'accepte pas ça. Et n'accepte pas ce que même à l'intérieur de toi, tu repousses. Ce n'est pas bien. S'il est bon de menacer l'enfant, écoute, si je te trouve encore là, je vais te découper les oreilles et puis et tout. Si tu continues à regarder la pornographie, tu vas aller en enfer. Est-ce que cette méthode-là peut fonctionner? Je pense pas. Elle peut peut-être fonctionner, mais ce n'est pas ce que je conseillerais. Elle peut peut-être fonctionner, mais ce n'est pas ce que je conseillerais. Je ne conseillerais pas cela parce que nous tous, de toute façon, nous les adultes, les parents, nous sommes animés généralement de bonnes idées, de très bonnes intentions à tout ce qui concerne nos enfants. C'est juste que parfois, nous nous prenons mal. Et parfois, dans toute notre intention, quelle qu'elle soit, aussi belle qu'elle soit, aussi réfléchie que nous pensions, peut créer plutôt l'effet contraire, l'effet inverse. Du coup, il n'est pas utile de le menacer. Il est utile de le prendre, de lui expliquer simplement. Et je crois que le défi de la pureté sexuelle est venu apporter toutes les réponses qu'il faut. Un parent le prend, notamment au chapitre 6. C'est un appel à un dialogue franc et sincère avec l'enfant. Lui apporter tout le message qu'il faut pour lui dire non. Le sexe, il faut que cela arrive à maturité. Quand tu es encore jeune, ce n'est pas une question et ce n'est pas la course. Et c'est quelque chose que Dieu t'a déjà donné. Et comme Dieu te l'a donné, prends le temps de le préserver pour qu'il arrive à maturité. Parce que l'utiliser avant le temps peut créer tous les problèmes possibles. Et déjà, vous dites que la chasteté ainsi que la virginité est une bonne chose. Ce sont des éléments de la pureté sexuelle. Ce sont les éléments de la pureté et ça reste quelque chose de bien. Parce que quand un enfant vit, disons, une sexualité précoce et tout ça là, les grossesses indésirées, comme on dit souvent, bien que je ne suis pas trop d'accord avec le thème, c'est un accident, etc. Les infections sexuellement transmissibles. Je consultais un médecin une fois pour les problèmes de santé. Et justement, ça me fait rire aujourd'hui parce qu'il m'a demandé si j'avais une petite amie à l'époque. Moi, je lui ai dit non. Et il m'a dit, parce que la plupart des consultations que je fais pour les jeunes comme toi ici, le problème c'est toujours lié au sexe, aux maladies vénériennes. Il m'a dit l'immense majorité, c'était un médecin blanc d'ailleurs, mais ici au Cameroun, il m'a dit, la plupart, ça concerne les maladies vénériennes, c'est un problème terrible. Bon. Aujourd'hui, on a fait comprendre aux gens qu'avoir le sexe avant le mariage, c'est quelque chose qui peut arriver. Donc, ce qui était avant anormal est devenu banal. Voilà. Finalement. De toute façon, c'est normal que ce soit banal. Comme je vous dis, il y a un problème de repère. Et il y a même un problème que je peux appeler de paternité. Pas paternité dans le sens d'enfanter un enfant, mais que si notre génération actuelle est sans père ni repère, elle ne peut aller qu'à la dérive. C'est-à-dire que quand je parle de repère, qui est là pour fixer le cap? Quand déjà nous-mêmes les adultes, nous ne donnons pas l'exemple aux jeunes. Nous allons pointer le doigt, c'est pas bon d'avoir des copines, c'est pas bon. Mais l'enfant lui-même voit comment nous flirtons avec la voisine. Ou l'enfant voit comment nous flirtons avec notre collègue. Nous passons le temps voilà, nous passons le temps à le sermonner. C'est pour que lui pense quoi? Il va s'en moquer. Et dit, ben ça c'est pour vous là-bas, en tout cas, parlez après, moi je fais mon travail après. Donc, et aujourd'hui, on voit des familles qui se montrent très ouvertes avec des parents qui acceptent de recevoir dans la maison le petit ami ou la petite amie de l'enfant. On dit non, vraiment, on est des parents évolués. Il faut qu'on sache où est la petite amie de notre enfant. Et là, il n'a que 13 ans ou 14 ans par là. Oui, moi je pense que c'est une démission. Et c'est une fuite en avant. Parce que les parents ne veulent pas s'assumer.
Ils n'ont pas le courage de prendre l'enfant et lui dire que je ne sais même pas depuis dans quel dissonant on a mis le petit sur ami. On connaît ce qu'on appelle ami tout simplement dans la vie. Un ami, ça veut dire ce que ça veut dire. Quelqu'un qui est présent, quelqu'un avec qui on peut échanger, quelqu'un avec qui on partage, quelqu'un avec qui on se respecte, quelqu'un avec qui on défend un certain nombre de valeurs ensemble. Maintenant, quand on dit petit ami, qu'est-ce que ça veut dire en réalité? Les parents en fait fuient leur responsabilité, d'avoir le courage. Parce que comme je vous dis, il n'y a pas de père. Autrement dit, il n'y a pas de personne qui peut fixer les repères et être eux-mêmes des modèles. Du coup, on veut parfois pour se consoler dire, bon, quitte à ce qu'on connaisse son petit ami, mais là, un petit ami, et on saura. On voit toujours que ça crée plus de problèmes que ça apporte de solutions. Aujourd'hui, le smartphone est partout. Ça, c'est une réalité. Et vous proposez dans votre livre, Le défi de la pureté sexuelle à l'aide du numérique, d'établir une forme de code. De code qui permet, on va dire code de navigation sur la toile vers les jeunes. Ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Chaque parent devrait s'asseoir dès ce soir pour établir ce que vous avez appelé une forme de charte, de code de bonne conduite sur l'espace numérique. Naturellement, je propose cela parce que c'est une affaire finalement familiale. On ne va pas laisser les enfants se débrouiller seuls. Les parents eux-mêmes ne doivent pas passer le temps à sermonner les enfants. Il faut de la méthode. Si nous sommes conscients aujourd'hui que c'est un fléau, le problème de la pornographie, pour nous-mêmes et pour nos enfants, et qu'avec la présence des écrans, et au-delà même du problème de pornographie, si vous regardez bien, je prends un simple exemple, j'arrive chez un ami ou chez un frère, j'arrive, on se salue, civilité d'usage, il m'installe. Quand je suis entré, j'ai trouvé un enfant peut-être de 5-10 ans sur un téléphone. Je passe 1 heure de temps avec mon frère, 1h30, 2 heures. En rentrant, l'enfant est sur le téléphone. Que fait-il sur le téléphone? Voilà. Même si ce n'est pas de la pornographie, mais ce n'est pas déjà bien, ce n'est pas déjà normal. Donc, au-delà même du problème de la pornographie, l'usage des écrans doit être réglementé dans nos maisons et dans notre société. Parce que l'écran est venu finalement, je ne sais pas si je dirais désocialiser nos jeunes, nos enfants. Les enfants qui savent plus dire bonjour, être polis, parce que totalement attachés à l'écran, ils se ferment dans ce monde, ils s'isolent et ils ne savent plus comment être vraiment en société. C'est pourquoi dans le livre, je propose donc un code de bonne conduite dans l'espace numérique où les parents vont s'asseoir avec les enfants. Bon, ce n'est pas quelque chose d'arrêté. Chaque famille va l'adapter en fonction de ses spécificités et de ses réalités. Ça peut être dynamique. Tout à fait, il est dynamique. La famille fait aussi du génie, de faire peu d'inventivité pour adapter cela à leur contexte. Il est bon que l'usage des écrans en famille soit codifié. Il est inadmissible, par exemple, que le matin, avant d'aller à l'école, l'enfant soit sur son téléphone. Vous voyez? Il est inadmissible que l'enfant soit sur le téléphone jusqu'à ce que ce soit le sommeil qui l'arrête. Il doit au moins arrêter son téléphone 1 heure au moins avant d'aller à... Et il est inadmissible, par exemple, que l'ordinateur de la maison connecté à Internet soit dans la chambre de quelqu'un. Ça doit être dans un endroit où tout le monde passe. Au salon. Au salon notamment. Oui. Là, ça va quand même freiner les là. On me dira, bon, il y a les smartphones, il peut se cacher. Mais au moins, il va comprendre qu'il y a déjà un problème. Et les parents peuvent aussi se familiariser avec les enfants sur les réseaux sociaux. Les parents disent, c'est les choses des enfants. Or, en étant les amis des enfants sur ces réseaux sociaux, ils sont en possibilité, non pas de suivre ou de contrôler, non pas de suivre, mais de contrôler. Mais les enfants n'acceptent pas facilement l'amitié de leurs parents sur la toile. Hein. Ils n'acceptent pas, ça c'est clair. Ils peuvent laisser là une invitation de demeurer pendant des années. Naturellement, mais après tous ces enfants avec qui nous vivons dans la maison, donc on a la possibilité de toute façon d'arriver à les convaincre. Le tout, c'est de ne pas leur montrer qu'on est dans un combat, mais qu'on est une équipe. On est censé se protéger ensemble parce que les dangers viennent de toutes parts et surtout de l'extérieur. Il faut donc que nous apprenions à nous protéger entre nous, à faire un cercle de protection pour que les attaques qui viennent ne nous atteignent pas. Alors, au final, on se rend bien compte que le livre, Le défi de la pureté sexuelle, est en réalité une démarche, sinon un vœu. Un vœu de voir des personnes se comporter, du moins de façon correcte sur le plan sexuel, à l'aide du numérique. C'est un chantier long et visiblement difficile qu'on entame là. Oui, il est long et difficile parce que les gens sont déjà englués dans des considérations banales et vaines, au point où il y a des choses que vous direz et les gens n'arriveront même pas à l'accepter déjà, parce que ce serait un peu lourd pour eux. Mais il faut déjà commencer quelque part. Oui. Et vous avez d'ailleurs commencé. Voilà, tout à fait, il faut commencer quelque part et prendre le temps de s'investir. Parce qu'il faut dire que pour que j'arrive là, cela m'a valu des années, des nuits sans sommeil, etc. Et je suis engagé vraiment pour que le travail se poursuive et que le maximum puisse avoir ce livre comme guide, comme repère, et pour qu'enfin la sexualité reste quelque chose de noble et de précieux. Parce qu'il faut se rendre compte que c'est un don que Dieu a donné. D'accord.
Et il faut reprendre à Satan ce qui nous a arraché et qui était pourtant un don que Dieu nous a donné. Alors, Cédric Wanke Fonjo, le défi de la purité sexuelle, où est-ce qu'on peut avoir le livre? Voilà, le livre est disponible, il y a la librairie Maison du Salut, au niveau de la descente Pharmacie du Soleil. Donc, entre le carrefour Pharmacie du Soleil et le carrefour J'aime mon pays, la descente à droite, il y a une librairie là-bas, Maison du Salut. C'est aussi au niveau de Pharmacie Française, à l'étage. Ça s'appelle librairie Source Vive. Bon, c'est aussi disponible à mon niveau personnel et je fais aussi des caravanes de distribution. Parce que, par exemple, ce dimanche, à 9h, je suis à l'aumônerie protestant universitaire là-bas en Guayaquil pour présenter le livre. Et à mon niveau aussi personnellement. Vous avez un numéro de téléphone? Voilà, 672 26 89 19. On reprend le numéro. 672 26 89 19. Il est aussi WhatsApp. Merci Cédric Wanke Fonjo d'être passé à la radio. Ok, merci M. Jean-Geoffrey. La purité sexuelle. À l'aide du numérique. D'accord. Alors, merci à Cédric Wanke Fonjo ainsi qu'à Victorine Laine, les deux invités du soir. Messieurs et dames, l'émission s'achève. Rendez-vous vendredi prochain. Avec le même plaisir, on se retrouve. Il s'appelle Salmon Essana, il était à la mise en onde, ainsi qu'à la régie d'antenne, coordination éditoriale, une affaire des Belles Bella Samari, coordination centrale, Jean-Patient Sala, supervision générale, le grand pasteur Bissa Emmanuel Noël, présentation Jean-Jacques Foucault avec le même plaisir. On se retrouve vendredi. Heureusement, la radio ne s'arrête pas. Et bon, la même Mikado est déjà installé. Bonsoir, et bon, la même Mikado. Merci Jean-Jacques, avec également le même plaisir. J'ajoute même le même enthousiasme. Sinon plus. Voilà. Donc, merci. Bonsoir à vous. Bonsoir à Cédric Wanke. Voilà. Son titre est tout à fait révélateur. Hein, le titre de son livre, Purité sexuelle. Voilà. Moi-même, je voudrais savoir comment on peut être pur dans la sexualité. Il a dit que si on a déjà commencé avant le mariage, on peut se réconcilier avec Dieu et ne plus recommencer. Voilà. Donc, attendre le mariage pour faire les choses des mariés dans le mariage. Voilà, très bien. OK, on a compris. Alors, on prend le relais dans quelques instants pour la suite des programmes sur Royal FM. Et nous allons le faire comme ça, comme tous les soirs, jusqu'à 0h. Alors, pour ce bonbon et piment du vendredi 21 juin 2024, au menu, comme selon la tradition déjà établie, c'est l'antenne libre du vendredi soir. Oui, tous les sujets sont sur la table. Alors, mais en particulier, ce soir, nous traiterons aussi de la situation du Hajj 2024 en Arabie Saoudite, où on a recensé plus de 1000 morts dus à la grande canicule, la grande chaleur qui montait à plus de 52 degrés à l'ombre. Alors, faut-il ainsi, Jean-Jacques, risquer autant sa vie pour aller à la Mecque prier alors que Dieu est partout présent? La Bible nous dit que Dieu est partout. Alors, pourquoi on peut prendre ce type de risque? C'est une question difficile. Dans tout cas, Royal va, n'est-ce pas, lancer le débat. Royal FM, on lance le débat tout à l'heure avec la bonne musique. Et puis, comme d'habitude, on se fait plaisir, on échange et, n'est-ce pas, on agrémente le programme avec beaucoup, n'est-ce pas, d'autres histoires. Bon week-end. Merci à tous. On risque sa vie comme ça, frère.